L'année 1956 a été une année extrêmement importante au point de vue géopolitique dans le monde de la guerre froide. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, en URSS, au 20e congrès du Parti communiste, Khrouchtchev va annoncer la déstalinisation. Cette déstalinisation, pour lui, c'est d'abord le fait de révéler les crimes de Staline, et c'est donc la possibilité d'arrêter la terreur, de faire sortir les prisonniers politiques des goulags, et ceci donc est un tournant extrêmement important. Mais dans l'idée de Khrouchtchev, il ne s'agit pas de tout supprimer du stalinisme. Par exemple, il est tout à fait évident pour lui que le Parti communiste doit rester parti unique, que la planification en économie doit rester telle qu'elle existe, et donc sa déstalinisation, elle est partielle. Mais le problème, c'est que en Europe de l'Est, une partie des pays européens vont penser que cette déstalinisation, elle est aussi pour les pays d'Europe de l'Est. Et ça va être le cas en Hongrie. En Hongrie, eh bien, il y a un nouveau secrétaire général, et ce nouveau secrétaire général du Parti communiste, en fait, est un communiste réel, mais un communiste modéré qui voudrait essayer de trouver une voie qui soit une voie nationale pour le communisme hongrois. Que veut-il exactement? Eh bien, il veut plus de liberté, de parole, de réunion, etc. Il est d'accord pour que le Parti communiste ne soit pas l'unique parti, qu'il puisse y en avoir d'autres. Et puis, il aimerait beaucoup pouvoir sortir du pacte de Varsovie et devenir un pays neutre, à l'exemple de l'Autriche, qui est son voisin. Le peuple le suit, le peuple est avide de plus de liberté, aimerait bien aussi la neutralité, et donc en fait il y a tout un esprit de liberté qui règne à Budapest, donc pendant cette année 56. De l'autre côté, il y a Khrouchtchev. Or, Khrouchtchev, nous l'avons vu, certes veut déstaliniser, mais lorsqu'il s'aperçoit qu'en Hongrie, il y a une volonté non seulement de plus de liberté, mais surtout de neutralité, c'est-à-dire donc de sortir de ce pacte de Varsovie qui, aux yeux de Khrouchtchev, comme de tous les dirigeants communistes de l'Union soviétique, en fait, est absolument nécessaire à l'Union soviétique. Parce que pour l'Union soviétique, c'est un glacis défensif, cette Europe de l'Est, qui fait une sorte de tampon entre l'OTAN, le pacte atlantique, et donc il faut absolument pour l'Est un équivalent. Khrouchtchev va donc décider d'envoyer justement les armées du pacte de Varsovie pour réprimer ce qu'il considère comme étant une sorte de dissidence de la part des Hongrois. Mais les Hongrois sont décidés à se battre pour leur liberté, et le premier secrétaire du Parti communiste, Imre Nagy, lui aussi est décidé donc de combattre, y compris les chars du pacte de Varsovie. En fait, ça va être une répression extrêmement sanglante parce que les habitants de Budapest vont se battre contre ces chars, et finalement, évidemment, ce sont les chars qui l'emporteront. Imre Nagy sera arrêté, il va être exécuté, et ainsi va s'arrêter la volonté de liberté de la part des Hongrois, et Khrouchtchev va mettre à sa place un premier secrétaire qui sera un premier secrétaire tout à fait d'accord avec les idées de Khrouchtchev. Le deuxième grand événement de l'année 56, mais qui en fait se passe en même temps que les événements de Budapest, c'est la nationalisation du canal de Suez. Que se passe-t-il exactement? Eh bien d'abord, qu'est-ce que ce canal de Suez? Le canal de Suez, comme on va le voir, est géostratégiquement d'une très grande
importance. Le canal de Suez se situe en Égypte et va permettre aux bateaux qui remontent depuis la mer Rouge à travers le golfe de Suez de passer ainsi, grâce au canal de Suez, en Méditerranée. Donc c'est un élément extrêmement important puisque passe par ce golfe de Suez puis ce canal de Suez l'ensemble des bateaux qui apportent le pétrole depuis l'Arabie Saoudite, mais en fait depuis tous les pays du Golfe, depuis aussi l'Iran, l'Irak. Ces bateaux vont traverser donc cette zone et traverser ce canal de Suez pour aller en Méditerranée. Sinon, ils seraient obligés de faire le tour par le sud de l'Afrique. Donc, géostratégiquement, c'est extrêmement important parce que le pétrole venant aussi bien d'Arabie Saoudite, du Golfe Persique, d'Iran et d'Irak, qui passe par la Méditerranée, va en Europe d'une part, mais va aussi aux États-Unis. Donc, l'ensemble du monde occidental est intéressé par ce canal de Suez. Or, ce canal, imaginé et construit en partie par un Français, Ferdinand de Lesseps, en fait a été racheté par une compagnie anglaise, ce qui fait que la compagnie qui gère, lorsque Nasser arrive au pouvoir, le canal de Suez, c'est une compagnie anglo-française qui tire des bénéfices extrêmement importants puisque le passage des bateaux est évidemment payant. Et Nasser? Eh bien, Nasser, c'est en fait un jeune militaire qui a participé à un coup d'État qui a renversé le roi Farouk. Et lorsqu'il va arriver au pouvoir, il va avoir envie de moderniser son pays. Or, pense-t-il, pour le moderniser, il faut pouvoir avoir un grand barrage à l'endroit où le Nil entre en Égypte, et ce barrage devrait être le barrage d'Aswan. Parce que grâce à ce barrage, il espère pouvoir doubler les surfaces cultivées en Égypte. Il va demander l'aide du FMI, et en fait, derrière le FMI, il ne faut pas oublier qu'il y a les États-Unis, qui sont un gros fournisseur de capitaux. Or, les États-Unis ne disent pas non, mais font une espèce de chantage en faisant comprendre à Nasser que pour avoir les fonds en question, eh bien, il serait bien qu'il entre dans le pacte de Bagdad, qui est un pacte que les Américains ont fait autour de l'Iran, l'Irak, et ils aimeraient beaucoup y intégrer l'Égypte. Nasser ne veut rien entendre, il n'est pas d'accord, et donc le FMI ne fournit pas les capitaux nécessaires. Que pense Nasser? Eh bien que de toute manière, il y a de l'argent au canal de Suez. Cette compagnie récolte des bénéfices depuis longtemps, puisque c'est à la fin du 19e siècle que le canal a été construit. Et donc, en fait, ce canal qui passe en Égypte, puisque les deux côtés du canal sont bien en Égypte, eh bien, appartient aux Égyptiens. Et donc, il va décider de nationaliser ce canal de Suez. Évidemment, il se rend compte que ni les Français, ni les Anglais ne vont accepter le fait accompli. Donc, il pense qu'il y aura effectivement une guerre, mais il se dit que la guerre, après tout, elle est peut-être supportable par les Égyptiens, parce qu'il faudra que les armées françaises et anglaises débarquent, et qu'un débarquement, c'est jamais quelque chose de très simple. Si les armées égyptiennes sont là, le débarquement ne sera pas possible. Ce qu'il n'a pas imaginé, c'est qu'en fait, les Français et les Anglais vont demander l'aide des Israéliens, qui disent oui. Et donc, la guerre va effectivement avoir lieu, mais cette guerre, ce sera une guerre sur deux fronts. Le front méditerranéen pour les Français et les Anglais, et puis le Sinaï pour les Israéliens. Et là, évidemment, les armées égyptiennes ne sont pas assez puissantes pour réussir à repousser des armées sur les deux fronts en question. Donc, militairement, c'est perdu. Mais Nasser pense à demander à Khrouchtchev une intervention, une aide. Et donc, Khrouchtchev va évidemment sauter sur l'occasion. Pourquoi? Parce que, tout comme les Américains, Khrouchtchev pense que mettre l'Égypte du côté du bloc soviétique, ça serait une fort bonne chose. Et donc, il menace les Français et les Anglais de la guerre, s'ils ne s'en vont pas immédiatement de l'Égypte.
les Français et les Anglais demandent aux États-Unis de bien vouloir les soutenir. Or, les États-Unis avaient dès le départ annoncé qu'en fait, ils n'étaient pas partie prenante dans cette affaire, ils ne voulaient pas prendre le risque de perdre l'Égypte, et donc, en fait, ils avaient refusé d'aider les Français et les Anglais. Mais les Français et les Anglais espèrent encore, en fait, Eisenhower refusera de soutenir les Français et les Anglais, et donc Français, Anglais et Israéliens devront quitter l'Égypte. Évidemment, c'est une superbe victoire diplomatique pour Nasser, qui va acquérir ainsi une immense notoriété et qui va devenir le leader des pays arabes, d'autant plus que Nasser est un grand orateur, que lorsqu'il s'adresse aux foules, il s'adresse dans une langue que les foules comprennent, les foules arabes comprennent, et donc tout discours de Nasser va maintenant être écouté avec énormément d'intérêt, et d'autant plus que Nasser défend ce qu'il appelle l'arabisme, c'est-à-dire la volonté de redonner au monde arabe toute son influence, toute sa splendeur. Et pour cela, il aimerait bien réunir les pays arabes en une sorte de grande Oumma, c'est-à-dire une grande communauté. Ce qu'il va essayer de faire, du reste, avec les Syriens, en fondant l'Union arabe, mais ça ne va pas durer extrêmement longtemps. Toujours est-il que Nasser va gagner énormément de notoriété avec cette histoire de Suez, ceci d'autant plus que les soviétiques vont proposer d'aider l'armée, de fournir les armes. Cesse propose aussi d'entraîner l'armée égyptienne et même de construire le barrage d'Aswan. Donc c'est une victoire totale pour Nasser, c'est une grande victoire pour les soviétiques, et c'est d'autant plus une victoire pour les soviétiques que comme ça se passe en même temps que les événements de Budapest, eh bien ces événements de Budapest vont passer, pas inaperçus, ça serait beaucoup dire, mais disons vont être un peu effacés par cet épisode de la nationalisation du canal de Suez, et donc en fait les États-Unis n'interviendront ni dans un cas ni dans l'autre.